pense que quand on est face à une personne âgée, le première chose, c'est de comprendre qu'on va casser complètement l'image qu'on peut avoir de la force excentrique. Parce que l'image qu'on peut avoir de la force excentrique, c'est comme le disait Joël, la personne en squat ou en développé couché à qui on met une charge trop élevée, donc avec les deux bros sur les côtés qui protègent pour éviter qu'il se blesse. Avec une personne âgée, on peut faire de l'excentrique avec très très simplement en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où est-ce qu'on va parler de la force concentrique et excentrique. Plus précisément, on va parler effectivement de l'importance de la force excentrique. C'est un sujet que je ne connais pas très bien, mais pour en parler plutôt, on a invité trois personnes, tous expertes dans leur domaine, dont deux personnes qui viennent, Clément et Kevin, de l'entreprise K-Invent. Joël, que vous connaissez déjà si vous avez écouté plusieurs de nos webinaires passés. Donc, je propose qu'on commence avec les présentations et puis commençons avec celui peut-être que les gens connaissent déjà. Joël, je te propose. Ah ben c'est gentil. Bonjour tout le monde. Je sais pas si j'ai une réputation ou peu importe, mais tant mieux. Certain que oui. C'est génial. Donc, je profite en fait de l'occasion pour d'abord remercier XFIT, Étienne encore de m'inviter pour les podcasts, pour les discussions. Ça me fait toujours plaisir de discuter de différents sujets. Sinon, oui, je m'appelle Joël Blanchard, je suis kinésiologue affilié avec l'Excellence sportive d'Outaouais et l'Institut national du sport du Québec. Je suis aussi propriétaire de Motrix Éducation physique. C'est une clinique sportive multidisciplinaire qui se spécialise dans le développement des athlètes d'endurance de tous âges, ainsi que dans le développement moteur des enfants et des adolescents. Je pense que ça va être ça. C'est assez cool. Ça fait un bon tour. Ouais. Ça fait un bon tour, effectivement, c'était très efficace. Mais merci effectivement encore d'être présent. Tu réponds toujours présent à nos podcasts quand on t'invite. Complètement nouveau, première fois qu'on vous a sur notre webinaire, Clément et Kevin de K-Invent. Je propose qu'on commence par décrire qu'est-ce que K-Invent et pourquoi c'est avec vous qu'on parle de la force excentrique. Donc Clément, est-ce que tu serais la meilleure personne pour faire la présentation de toi-même et de l'entreprise? Oui. Je m'appelle Clément Gibert, du coup, donc je travaille chez K-Invent depuis plusieurs années et aussi dans le domaine de la physiothérapie depuis plusieurs années. Donc, je suis arrivé chez K-Invent à ses débuts. Donc là, ici, je m'occupe de la solution pour le développement de la partie nord-américaine et aussi de la formation pour les professionnels. Et sinon, pour la société K-Invent, donc nous, l'objectif de la solution, c'est de faciliter et simplifier l'accès à des données objectives pour tous les professionnels, que ce soit du sport ou de la santé, pour permettre un réel suivi à la fois pour le physio, le coach sportif, l'entraîneur, mais aussi pour les prescripteurs. Pouvoir partager ces données-là pour les prescripteurs et surtout, très important, pour le patient lui-même, qu'il soit capable de suivre sa progression sur tout ce qui est force, équilibre et mouvement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la partie excentrique sur la force, dont on peut avoir des applications pour mesurer. Excellent. Et puis donc, Kevin, si tu veux te présenter, faire le pont, donc ton rôle chez K-Invent. Alors, donc moi je suis sport scientist. Je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours sympa de parler. Ça fait un moment que j'avais pas discuté de l'excentrique. Je viens d'arriver chez K-Invent pour m'occuper essentiellement de la recherche clinique. Et j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années avec des athlètes de haut niveau en France, en Inde, un ou deux Américains par-ci par-là. Voilà. Et donc, j'ai étudié aussi un petit peu en termes de santé. Et chez K-Invent, voilà, on veut vraiment développer maintenant une expertise en interne avec nos devices qui maintenant fonctionnent très bien, qui sont reproductibles et valides. Mais maintenant, l'idée, c'est de montrer de plus en plus comment on peut s'en servir au travers de cas cliniques et par exemple aujourd'hui au travers du travail excentrique. Ouais. Qui était effectivement l'objectif aujourd'hui. Là, on va prendre des cas bien précis. On en reparle dans quelques instants. Merci aux deux là, d'être ici présents durant ce webinaire-là. C'est la première fois. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés au travers d'une autre personne que vous connaissez tout le monde là, sur nos webinaires.
Aurélien Broussal, donc qui participe souvent malgré tout. Donc, principalement, vous entendez leur accent, il est très léger, ils viennent de France. S'il y a des gens du Canada qui nous écoutent, ils sont aussi très présents au Canada, ou du moins sont en fort développement. Donc, on trouvait intéressant, effectivement, de faire quelque chose conjointement. Si quelqu'un ne me connaît pas, je peux me présenter aussi. Là, je suis Étienne Dubois, le fondateur de l'entreprise XFIT, donc le logiciel pour les professionnels de la forme, donc les kinésiologues au Québec principalement, et puis les coachs sur la France. Donc, on permet la création des programmes, le suivi des dossiers, l'analyse des données, etc. Donc, c'est un peu tout ça que l'on fait. Je vous propose tout le monde que l'on rentre directement dans le sujet. Et puis tout au long du webinaire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, simplement les poser dans le chat. Donc, ça va nous faire toujours plaisir d'y répondre. Je vais relancer justement nos intervenants selon les questions que vous avez. Donc, n'hésitez surtout pas là à faire des questions dans le chat. Grosso modo, je propose que pour rentrer dans le vif du sujet, on se pose premièrement une question, qui est la question en fait que je pense qu'on pose à chaque fois qu'on démarre un webinaire. C'est donc de se demander pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important pour les professionnels qui nous écoutent de parler de force excentrique. Je ne sais pas si, Joël, tu voudrais te lancer, casser la glace. Grosse glace à casser. C'est sûr que en termes de force excentrique, la contraction excentrique, les contractions concentriques, moi, je vais plus me concentrer sur l'excentrique parce que c'est vraiment le terme de notre présentation. Ben, je pense que tout le monde qui écoute aujourd'hui, c'est des personnes qui ont un léger bagage, au moins dans le domaine de l'activité physique. Donc, on sait qu'une contraction concentrique, c'est lorsqu'on a un rapprochement au niveau des fibres musculaires, actine-myosine se rapproche. Et excentrique, c'est lorsqu'on met une contraction et qu'il y a un étirement de fibres musculaires. Donc, c'était la grosse différence entre l'excentrique et le concentrique. Mais bref, je vais mettre plus de détails au niveau de l'excentrique parce que c'était très basique comme explication, ce que je viens de dire. Donc, c'est caractérisé en fait par l'allongement du complexe muscle-tendon qui présente plusieurs caractéristiques uniques par rapport aux autres types de contractions. Donc, on a la concentrique, comme j'ai dit, et l'isométrique. Donc, ce qui peut conduire à des adaptations qui sont particulières. C'est pour ça qu'on en parle. C'est-à-dire, c'est un autre type de contraction musculaire qui apporte des adaptations qui sont différentes. Au cours d'une contraction excentrique, le muscle absorbe l'énergie développée par une charge externe. Ce qui explique pourquoi l'action excentrique, c'est aussi appelé du travail négatif. Donc, c'est vraiment lors de l'étirement d'une fibre musculaire, la fibre musculaire va venir absorber l'énergie par opposition à la contraction concentrique, qui est en raccourcissement ou travail positif. En fait, une force plus importante est générée pendant la contraction excentrique par rapport aux autres types de contractions pour une vitesse angulaire donnée. Donc, pour une même amplitude, on va avoir plus de force dans une contraction excentrique. Et en plus, les contractions excentriques nécessitent une activation moindre des unités motrices et consomment moins d'oxygène. Donc, l'énergie produite est moins élevée pour une force qui est plus grande. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant, la contraction excentrique. Moi, c'est ce que j'avais à dire pour commencer le sujet. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait renchérir par rapport à ça. Ben effectivement, Kevin, si tu voulais peut-être ta version de l'importance de la force excentrique concentrique et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le sujet qu'on a choisi, hein, parce qu'on l'a choisi les quatre ensemble en fait ce sujet-là. Alors effectivement, on va dire, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que Jaël disait, mais ce qui est vraiment, on va dire, très intéressant dans la contraction excentrique, c'est que finalement, dans la contraction excentrique, vous allez non pas vous occuper juste de la partie contractile finalement. Il va y avoir une très grande sollicitation de la partie connective. Donc c'est ce qui va très souvent nous intéresser. Donc grâce à cette mise en jeu de la partie de connexion, donc aussi bien, alors on pense tout de suite aux ligaments, aux tendons, mais toute la partie aponévrotique, c'est-à-dire l'enveloppe du muscle, va jouer un rôle dans cette résistance. Et puis même au sein même de la cellule musculaire, il y a des connexions. La cellule musculaire, elle se déchirerait s'il n'y avait pas ce qu'on appelle le cytosquelette, donc une structure à l'intérieur qui la tient.
Et en fait, en opposant à la cellule musculaire une contraction où elle va résister au lieu de se raccourcir, on va, c'est clair, induire un petit peu de dommage musculaire, mais on va obliger une adaptation des parties qui sont non contractiles en même temps que des parties qui sont contractiles. Et c'est très souvent ce qui intéresse, par exemple, les kinésithérapeutes, si on l'a dit à la française, ou les physiothérapeutes, si on l'a dit à l'anglaise, parce que ça va avoir un intérêt, par exemple, dans les tendinopathies. Et puis pour le sportif, ce qui va être très bien, c'est qu'on va obtenir cette sollicitation encore plus importante parce qu'on est capable de produire plus de force. Et puis enfin, effectivement, il y a certaines applicatifs, comme l'a dit Joël, qui sont intéressantes du fait que quand vous produisez beaucoup de force avec très peu d'énergie, finalement, comme il y a toute cette importance de la structure dans la production de force. Ce qui fait que pour des personnes obèses, on arrive avec une super contraction, une super tension mécanique et pas beaucoup d'énergie consommée. Donc, pour des personnes qui ont une incapacité à produire beaucoup d'énergie, ça permet de stimuler bien leurs muscles sans pour autant solliciter trop leur système métabolique. Excellent. Ça me semble 2 réponses plutôt complètes. Encore une fois, s'il y a du monde qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Ça va me faire plaisir de relancer les questions à nos 2 intervenants. Aujourd'hui, effectivement, on vient un peu d'aborder pourquoi c'est important. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est d'aborder chacune un peu des phases concentriques, excentriques, malgré tout se concentrer un peu plus sur l'excentrique. L'objectif, c'est d'en discuter les enjeux, les risques, comment bien travailler avec, de comprendre ces phases-là, etc. Donc, on va aborder le sujet là, sur différents angles et on a décidé d'aborder le sujet sur des cas pratiques. Donc, des cas là, vraiment spécifiques de voici si un client modèle, qu'est-ce qu'on fait avec. Avant de commencer, et puis on a posé la question dans le chat et 20% des gens ont malgré tout répondu que la force excentrique concentrique était uniquement importante pour le type d'utilisation avec un athlète de haut niveau. Et au départ, quand on parlait de tout ça, on avait abordé cette question-là justement. Est-ce que c'est uniquement pour les athlètes de haut niveau? Donc, je vous pose la question. Je sais pas si voulais-tu commencer? Kevin, voulais-tu prendre la parole là-dessus? Non, c'est plus ou moins dans la suite de ce que je viens de dire. C'est ça. C'est effectivement, je pense que Kevin a parlé du point avec l'obésité. C'est un bon point. Donc, sinon, c'est pas juste visé pour, si je peux me permettre, là, avec la population athlète. C'est sûr que sa propriété physiologique et mécanique de créer une force élevée et un coût énergétique faible, c'est vraiment payant. C'est pour ça que c'est une méthode qui est très recherchée. Mais c'est important aussi de réfléchir et de dire que l'entraînement excentrique a vraiment évolué avec le temps. Donc, c'est pas juste par exemple, si vous faites du développé couché, à 130% de votre 1RM, 4 répétitions. Donc, c'est plus juste ça lorsqu'on parle de force excentrique et de travail en excentrique. Comme j'ai dit, il y a une récente modalité d'entraînement basée sur des exercices excentriques à charge faible et modérée qui a fait surface ou refait surface. On sait avec l'entraînement, ça se peut que ça a été inventé il y a 40 ans, puis maintenant on est en 2020, puis wow, c'est revenu! Donc ça, c'est quelque chose, ça refait surface. Ils ont même mis un nom qui s'appelle Renew. Donc la Resistance Exercise via Eccentric Work. C'est catchy. Qui a été publié en 2014, qui semble procurer un gain de force, un volume musculaire similaire à ceux de l'entraînement de force traditionnel. Donc, intéressant pour différentes populations, que ce soit celui qui a une atrophie musculaire, une réduction de la force musculaire, une diminution de la mobilité, puis une diminution de la capacité aérobie. En fait, je vais finir là-dessus, là, pas parler trop longtemps, c'est que l'entraînement excentrique est de plus en plus proposé aux patients souffrant de problèmes cardio-respiratoires, de sarcopénie, de dynapénie. Donc, sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire et de la masse musculaire, avec les années. La dynapénie, qui est la diminution de la force et de la puissance à travers les années. De diabète de type 2, une maladie neurologique et musculo-squelettique. Donc, avant, on faisait attention, on prenait ça avec des pincettes, on s'est dit c'est trop difficile, c'est trop dommageable, comme tu en as parlé un peu, Étienne, l'excentrique. Mais maintenant, ça refait surface, puis on utilise ça
dans un domaine clinique aussi. Excellent. Donc, effectivement, c'est un peu pour tous les types de clientèle. Et ce qui fait justement suite, donc, au premier profil qu'on a sélectionné tout le monde ensemble. Donc, on a sélectionné de parler, en fait, de la force excentrique concentrique dans le contexte d'un rétablissement d'une blessure, non, en tant que telle. Donc, effectivement, pas du tout du haut niveau. Donc, prenons tout simplement le profil d'une personne âgée qui, effectivement, consulte un professionnel à la suite d'une chute. Donc, on doit se rétablir de la blessure. Et puis, j'aimerais ça, peut-être, Kevin, qu'est-ce que la force excentrique et concentrique peut apporter dans cette situation-là bien précise? Je pense que quand on est face à une personne âgée, le première chose, c'est de comprendre qu'on va casser complètement l'image qu'on peut avoir de la force excentrique. Parce que l'image qu'on peut avoir de la force excentrique, c'est, comme le disait Joël, la personne en squat ou en développé couché à qui on met une charge trop élevée, donc avec les deux bros sur les côtés qui protègent pour éviter qu'il se blesse. Avec une personne âgée, on peut faire de l'excentrique avec très très simplement en fait. Vous avez une personne âgée, c'est quoi l'autonomie déjà? On va placer ça. C'est ne serait-ce que d'être capable de se lever de son canapé ou de sa chaise pour se déambuler normalement dans la maison. Et quand on a eu une chute, alors on prend un cas classique, on va dire, c'est une fracture du col du fémur. Vous avez une personne qui va avoir du mal à se lever simplement. Et donc, qu'est-ce que le professionnel il peut faire? Eh bien, simplement appliquer un excentrique avec la main. C'est-à-dire que manuellement, quand vous avez des faibles niveaux de force, comme chez une personne âgée, si elle n'est pas capable concentriquement de se lever de sa chaise, vous pouvez simplement travailler sur une phase excentrique avec une résistance qui est appliquée par la personne sur votre main et en fait le professionnel va pouvoir appliquer une contraction excentrique et grâce à ça il va y avoir un niveau de tension qui va être proche du maximal pour cette personne et avec la sensation de juste résister, donc il n'y a pas cette sensation d'essoufflement qui est accompagnée. Vous maîtrisez le mouvement et puis derrière vous pouvez travailler aussi les ischio-jambiers, c'est assez facile à appliquer et donc grâce à ça on va dire que la première chose qu'on va chercher, c'est vraiment l'aspect fonctionnel. Ça veut dire qu'on va pouvoir réaugmenter la force et la capacité d'activation musculaire. Et donc, on va permettre à la personne de nouveau de pouvoir se lever de sa chaise dans de bonnes conditions. Et puis, si on applique suffisamment de volume, que la nutrition suit et qu'il n'y a pas de traitement qui serait dommageable à l'augmentation de la masse musculaire, et progressivement, on va pouvoir augmenter aussi la masse musculaire. L'excentrique est vraiment bien parce que très peu de sollicitations vont amener un changement de fonctionnalité. Et si vous arrivez derrière à appliquer suffisamment de volume, auquel il faut faire attention pour éviter qu'il y ait trop de dommages musculaires, vous allez avoir aussi un gain progressif de masse musculaire. Donc cette personne va pouvoir de nouveau se lever, déambuler normalement. Ça me semble être une réponse plutôt complète, mais Joël, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ce cas plus pratique? Parce que Kevin apporte un super bon point. On va parler d'excentrique et tout le monde va dire là, vous allez faire du développé couché super lourd et elle va se blesser. C'est sûr que c'est la première réaction. Tout le monde va dire non, ça se passera pas comme ça. Malgré ça, c'est pas comme si Kevin et moi, on n'avait pas des études accumulées dans le domaine. On va dire non, ça va se passer comme ça. C'est sûr qu'il y a faut être vigilant. Faut être très vigilant avec ce type il y a une progression à faire, prendre en considération la fatigue qui va être accumulée, tout ça. Mais Kevin a vraiment mis le point c'est au niveau fonctionnel. Donc, de s'assurer que la personne est fonctionnelle, d'intervenir, d'évaluer, être sûr avec un test qui existe, un bon test qui existe, c'est le Senior Fitness Test, qui est américain, qui teste la force musculaire, la puissance musculaire du membre inférieur, etc. S'assurer que la personne est ajustée. Mais écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter, sauf dernier élément. Il y a une publication dernièrement qui a été faite par Statistique Canada, ça tombe bien, ça vient juste de sortir, qui comparait la puissance du membre inférieur entre les personnes plus âgées, donc hommes-femmes. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que entre les hommes et les femmes, la plus grosse différence, c'est vraiment la vitesse, donc le jumping velocity, la vitesse de saut, qui va différencier entre un et l'autre. Et chez les femmes,
avec cette différence drastique-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de chutes chez les femmes, il y a plus de fractures d'ostéoporose et tout. Donc, tu sais, ce genre d'entraînement-là en excentrique, c'est reconnu pour venir développer autant la force que la puissance. Donc, je crois que ça serait bénéfique dans notre amie Gisèle pour limiter ces risques de revenir aussi, ces risques de récidive de chute. Donc, moi, je verrais pas l'inconvénient d'ajouter ce type d'entraînement-là dans son plan d'entraînement. C'est tout ce que j'avais ajouté. C'est clair qu'on lui souhaite un bon rétablissement à notre ami Gisèle. Si certaines personnes dans le chat, là, vous avez ce genre de clientèle-là, cette catégorie de clientèle-là, et que vous avez des questions, c'est assurément là, le moment. Peut-être Kevin ou Clément, je pense que Kevin, ça va être plus facile pour répondre, mais vous avez justement un capteur chez Kindven qui permet de calculer et de prendre des mesures par rapport à la force excentrique dans le cas de Gisèle spécifiquement. À quoi ça ressemble et puis comment que ça peut nous aider là, peut-être? Alors, je pense que peut-être Clément a une photo. J'aurais dû prévoir une photo, mais c'est mon côté pas commercial. Donc, si je rajoute juste un truc par rapport à ce qu'on a dit juste avant, parce que ça peut paraître bizarre de se dire tiens, je fais quelque chose a priori en plus en excentrique, en résistance, c'est pas rapide et pourtant ça augmente la puissance. Ben, c'est lié vraiment à la capacité que l'excentrique a d'agir sur la structure en fait. Et ça a tendance à allonger les fibres musculaires, et une fibre musculaire plus allongée, proportionnellement au temps, elle va produire plus de force en un minimum de temps en fait. Donc une fibre plus longue est une fibre plus puissante. Voilà, par définition, une plus épaisse et plus forte. Donc c'est pour ça que grâce à ces impacts sur la structure, ben, l'excentrique augmente le rate of force development, donc la puissance comme le disait Joël. L'autre élément, c'est que nous, par exemple, on va dire on a un de nos capteurs, c'est un basique du kiné, du physiothérapeute, c'est le muscle controller. Donc c'est un dynamomètre à main, c'est quelque chose qui est extrêmement bien démontré et validé dans la littérature. Et en fait, dans le cas précis, donc j'avais pris cet exemple-là aussi pour dans le prolongement pouvoir parler un petit peu de ça. Effectivement, quand je disais on pouvait faire travailler la personne âgée, eh bien grâce à ce muscle controller qui est juste un capteur de pression en fait qu'on va placer dans la main, vous allez pouvoir au moment où vous faites travailler la personne, eh bien mesurer la force qui est exercée. Et si vous l'appliquez de manière excentrique, voilà, merci Clément. Voilà. Si vous l'appliquez de manière excentrique, c'est-à-dire eh bien de facto, vous êtes en train de mesurer une force de contrôle. Donc le muscle controller est particulièrement bien pour ça parce que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez au niveau du testing manuel. Et si vous décidez d'entraîner la personne manuellement, voilà. Après, il y a d'autres façons potentielles. Par exemple, on a le link. Si tu l'as, Clément, comme ça on le montre direct. Bien sûr. Le link, on va pouvoir, si on fait un travail avec élastique, on va pouvoir faire travailler avec un élastique et en fait, on va indiquer aux patients de travailler juste sur la phase excentrique, donc la phase de résistance. Et avec le link, on va pouvoir mesurer ce qu'on est en train de faire. Donc finalement, c'est des choses, si on prend les deux exemples que je viens de donner, on change rien à ce qu'on fait d'habitude. On va juste rajouter le capteur au milieu et on va enregistrer les choses, ce qui fait que le professionnel a plus d'informations et le patient, il voit ce qu'il fait. Donc ça a un côté motivant. Voilà. Exactement. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de ça, mais c'est vrai, et par rapport à ce que disait juste Joël, donc on enregistre la force, mais on a aussi cette capacité, si on contrôle bien le protocole et le contexte, d'enregistrer ce qu'on appelle le rate of force development, c'est-à-dire la montée en force. Et cette montée en force, comme le disait Joël, elle est déterminante sur une personne qui va faire un pas de côté, qui va essayer de se rattraper. Si vous êtes fort, mais vous n'avez pas le temps d'activer votre muscle, bah vous allez quand même tomber. Et c'est pareil pour la cheville chez une sportive, par exemple. Donc on est sur le même principe. Tu montrais, je laisse. Voilà. Oui, juste pour illustrer le rate force of development ici et le type de data qu'on peut avoir suite à l'utilisation du muscle controller, du link ou d'autres types de dynamomètres qu'on peut avoir. Si toutes les données vont être de zoomer peut-être sur la courbe, Clément, comme ça qu'on ait un exemple de ce qu'on va voir. Voilà, donc bon, là la courbe. Et donc, là on voit bien la courbe bleue.
où en fait on voit qu'on part d'un niveau de force bas et en fait ce qui va nous intéresser c'est pas le pic de la courbe, c'est vraiment quand on parle du RFD, c'est on va s'intéresser à la pente. Plus la pente monte rapidement, et plus ça veut dire qu'on a été capable d'activer les muscles très rapidement. Et ça, c'est très bon pour une personne qui cherche à se repositionner. Et c'est quelque chose qui peut travailler. Enfin, je pense que Joël va peut-être en dire un mot là-dessus, mais très souvent, on se fait la cheville ou les personnes, on va retravailler la proprioception, on va retravailler la force dans le meilleur des cas. Et puis souvent, il y a un petit manque, c'est qu'on travaille pas trop la vitesse d'activation musculaire. Et ça, ça manque. Donc, pouvoir l'objectiver, c'est aussi une manière de conduire les professionnels et les patients à s'intéresser un petit peu à ce type de travail. Rapidement, là. Oui. La raison, puis Kevin vient de le dire, c'est m'enlever les mots de la bouche, cette histoire-là. Là. C'est super bien fait. De dire que la raison pour laquelle les personnes tombent, ben des fois, oui, c'est la proprioception, oui, c'est la force, mais la majorité du temps, c'est pas un temps de réaction qui est trop faible. C'est parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils tombent. Mais c'est le fait qu'ils sont pas capables d'agir assez rapidement. C'est exactement ça. C'est qu'ils sont pas assez puissants. Et le pic, comme qu'il parle, cette vitesse de réaction-là cette vitesse de réaction-là, cette vitesse de mouvement-là est pas assez élevée. Donc, ils sont en retard. Qu'est-ce que ça fait quand t'es en retard? Ben, tu tombes. Puis c'est là que tu te blesses, malheureusement. Mais super belle intervention, Kevin, par rapport à ça. Ouais, effectivement. Merci pour toutes les images aussi. Là, ça permet quand même bien de visualiser le profil. On se fait même déjà demander à quand une intégration Kindvent et XFIT dans le chat. Donc, à suivre, mais effectivement, si on vous les présente aujourd'hui, là, c'est que c'est dans les tuyaux et dans les discussions. On en discute, effectivement, d'importer les données pour que vous puissiez après ça les comparer. On reste de tout ce que vous avez là dans XFIT, assurément. Avant peut-être de changer de profil et d'aller effectivement peut-être plus avec une athlète, juste une question qu'on a dans le chat qui est chez un client qui fait de l'arythmie cardiaque. Est-ce que le travail excentrique réduit l'augmentation de la fréquence cardiaque ou non? Je sais pas qui veut répondre, je peux laisser là. Oh, on a même perdu Joël. Je me fermé ma caméra, je voulais juste ouvrir mon micro. Ouais, c'est ça, non, la question est trop technique. La question est trop technique, je m'en vais. Non, mais écoutez, c'est super intéressant comme question, puis je vais répondre comme physiologiste de l'exercice. Prenez pas ce que je dis comme une réponse absolue. Effectivement, il y a tout le temps une zone grise à prendre en considération, mais faut pas oublier que la force, dans le fond, l'exercice excentrique va produire plus de force avec moins d'énergie. Comment qu'on produit de l'énergie? C'est habituellement avec de l'oxygène. Pour avoir consommé suffisamment d'oxygène, il faut que le cœur pompe plus vite. Pour que le cœur pompe plus vite, c'est là qu'il va y avoir une production d'énergie. Donc, si ça nécessite moins d'énergie, ça nécessite que le cœur aussi pompe moins rapidement techniquement. Si on fait le lien entre l'énergie qu'on produit avec l'oxygène et tout ça. Donc, pour une contraction plus élevée, techniquement, le cœur pourrait battre moins vite, mais c'est trop facile comme réponse. Parce qu'il y a plusieurs autres choses à prendre en considération que juste la fréquence cardiaque lorsqu'on consomme de l'oxygène. Il y a aussi la capacité du cœur à se dilater, donc on appelle le volume d'éjection systolique. Il y a aussi la capacité aux muscles de consommer l'oxygène au niveau artério-veineux. J'aimerais ça répondre rapidement à cette réponse-là, puis à cette question-là, puis dire oui ou non. Ça pourrait nécessiter une fréquence cardiaque moins élevée pour une contraction, ça pourrait. Mais tout dépendant de l'intensité de l'exercice et la durée. Donc, réponse rapide, excusez-moi, je fais juste étendre, c'est comme si je réponds bien. Là, c'est une zone grise. C'est une zone grise, oui. Il y a moins de risques d'avoir des fréquences cardiaques élevées avec un exercice excentrique que concentrique. Mais encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on est en train d'inhiber le processus. Il y a trop d'affaires à prendre en considération. Ouais. Moi, pour compléter ce que dit Joël, donc c'est vraiment, d'abord il y a la masse musculaire mise en jeu qui va être un effet qui va être très important. Moi, à titre personnel, en tant qu'athlète, j'ai pu faire de l'excentrique en squat à 160 kilos. C'était 2 répétitions, mais
Derrière, il y a clairement des effets sur ma fréquence cardiaque et ma tension artérielle. On le voit aussi avec des gens qui font de l'excentrique ou même du concentrique, par exemple en soulevé de terre, c'est classique. Ils font une hypotension parce que comme vous forcez beaucoup, donc s'il y a beaucoup de force mise en jeu, souvent il y a ce qu'on appelle une manœuvre de Valsalva, donc on va bloquer et puis derrière on va produire beaucoup de force et ça peut arriver sur des grandes masses musculaires sur le bas du corps, sur le excentrique. Et donc derrière, on va avoir un effet sur la tension artérielle. Donc on peut avoir une baisse de la tension artérielle où le corps va compenser par une accélération de la fréquence cardiaque pour restaurer. Voilà. Mais après, il y a le volume d'exercice que vous faites, donc le volume de muscles, le nombre de répétitions qui vont rentrer en jeu. Donc si on est vraiment sur la fonctionnalité, si on fait peu de répétitions avec des masses musculaires localisées, normalement, on va avoir peu d'impact sur la fréquence cardiaque. Voilà. Par contre, c'est dans le cas d'un sportif, voilà, on peut avoir ça. Par contre, ce qui a été montré et qui est là super intéressant, c'est que il y a quand même des effets un petit peu vasculaires de l'exercice au long cours, avec potentiellement des baisses de la tension artérielle, parce qu'en fait, l'excentrique, il va pas non seulement agir localement, il est capable de libérer ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des messagers chimiques, qui, elles, vont se répartir comme des hormones endocrines et vont venir agir sur le tissu vasculaire, sur le cœur, sur le cerveau. Et ça, c'est une des choses qui un peu monte, c'est le phénomène qu'on appelle les myokines, comme messagers chimiques de l'exercice physique qui viennent se disséminer dans l'ensemble de l'exercice, de l'organisme. Et c'est vrai que cet excentrique, il est un petit peu magique pour ça, c'est-à-dire que très peu de contractions vont quand même déclencher pas mal de réactions biochimiques et donc potentiellement des effets assez positifs sur le système cardiovasculaire. Excellent. Ben, merci pour ce complément. Je vous propose pour qu'on puisse à faire nos 3 cas, là, juste de passer au prochain, qui est de toute façon dans la continuité, et Jessica vous remercie là, pour la réponse, qui est justement dans la continuité de tout ce qu'on est en train de dire. Parlons en fait donc de Alice, notre deuxième cas. Alice, qui est donc une joueuse de football ou soccer, selon la région où est-ce que vous nous écoutez. Donc, elle fait appel au service d'un professionnel pour prévenir les blessures. Donc, on est en mode prévention parce qu'elle dit qu'elle a une grande fluidité qui la rend propice à des blessures là, de ce genre-là. Donc, dans ce contexte-là précis, Joël, comment est-ce que tu utiliserais la force concentrique, excentrique? C'est sûr que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est une population avec laquelle je suis habitué de travailler. Les enfants et les adolescents, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. On parle de grande flexibilité. Ben, les filles hyperlaxes, on appelle ça comme ça, là. Les filles qui ont juste pas de limite, sont pas rares et des muscles hyperlaxes, viennent conjointement avec des ligaments hyperlaxes, ce qui peut engendrer des risques de blessures assez élevés. Ça, c'est sûr et certain. En fait, on en avait parlé dans un podcast précédent qui mettait l'emphase sur le test-retest dans l'accompagnement du client. Je procéderai à une évaluation musculo-squelettique avant tout pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là, avec Alice, au niveau musculo-squelettique vraiment, parce que je crois pas que les tests, on va trouver des problèmes de mobilité. C'est hyperlaxe, je pense que la seule chose qu'on va voir, c'est qu'il est trop mobile. Mais on va voir peut-être des problèmes de proprioception, de force musculaire, de puissance et de tension musculaire. En fait, pour avoir travaillé plusieurs fois avec des filles hyperlaxes, on voit que ça apporte des douleurs dans le bas du dos, des douleurs aux genoux. Puis cette évaluation-là nous permettrait vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait causer ces douleurs-là? Et tout ça, ou qu'est-ce qu'il y a à travailler avant qu'il y ait des douleurs? Parce que ce genre d'évaluation-là aussi va nous permettre de mettre une lumière jaune et de dire, si ça continue comme ça pourrait aller pire. Donc, au niveau de la force concentrique, excentrique et tout ça, avec ce genre d'athlète-là, selon mon expérience chez les sportifs de sport d'équipe principalement, qui sont hyperlaxes, je dis ça parce que les gymnastes sont tous hyperlaxes. Donc, lorsqu'on parle de sport d'équipe comme les joueurs de foot ou de soccer, on a souvent un manque de proprioception et de force musculaire. Donc, Kevin en a parlé plus tôt, la proprioception et tout ça, mais c'est des choses qu'on remarque beaucoup chez les filles de cet âge-là. Par exemple, je donne un exemple comme ça, je suis sûrement pas le seul qui a déjà vu une joueuse de hockey, de foot ou de volleyball regarder son téléphone cellulaire en faisant le grand écart dans une position que je peux même pas imaginer qui est confortable, mais elle est confortable comme ça, elle me regarde comme si de rien n'était.
Mais le problème avec ça, c'est qu'elle se rend même pas compte qu'il est un grand écart. Elle se rend pas compte parce que l'articulation permet d'y aller. Alors que moi, si j'essayais de faire ça, je serais en douleur extrême. Et donc, elle, dans cette position-là, elle se rend pas compte d'où se trouve son corps dans l'espace. Puis ça, ce genre de posture-là atypique à l'extrême va aussi se transposer dans sa discipline sportive. La jambe va aller dans un sens où est-ce que ça devrait pas aller, mais elle peut se le permettre. Donc, il faut venir travailler ça, la proprioception. Ensuite, ce qui est au niveau de la force, faut faire vraiment, vraiment attention à cet élément-là chez une athlète comme ça de 14 ans. Faut pas oublier que là, je me laisse aller. Là. Tu coupes moi si je parle trop. Là. C'est ça. Faut pas oublier que les enfants, c'est pas des adultes en format miniature. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je le répète encore. Donc, faut pas les entraîner en adulte. À 14 ans, c'est pas si simple. Il y a certaines filles qui ont déjà un corps d'adulte. D'ailleurs, Alice sur le PowerPoint a l'air d'avoir 14 ans avancé. Et alors qu'il y en a d'autres à 14 ans qui vont être prépubères. Donc, ils sont pas prêts à avoir justement cette charge d'entraînement-là. Et c'est le travail de l'intervenant d'utiliser ses connaissances pour bien discerner cette particularité-là. Donc, il est montré que la contraction, que chez les enfants, après une contraction maximale, il y a moins de lactate, il y a plusieurs affaires qui font qu'ils sont en fait une machine aérobie et non anaérobie avant la puberté. Donc là, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je me laisse aller encore. Il est clair qu'un entraînement à l'aide de contractions de type concentrique ou excentrique serait bon en force pour aider Alice. Ouais. Et je commencerai d'abord en concentrique avant d'y mettre en excentrique, mais encore une fois, il y a un bémol ici. Donc, parce que le type excentrique est reconnu pour développer la force et la puissance musculaire. Ça fait depuis tantôt qu'on répète ça. Il y a d'ailleurs une superbe revue scientifique qui a été publiée en 2019 qui couvre ce sujet chez les enfants précisément. Donc, là, je finis là-dessus. Ça proposait que l'utilisation de l'entraînement par résistance excentrique chez les jeunes devrait être considérée comme une nécessité pour aider à développer les qualités physiques associées à la performance sportive ainsi que réduire le risque de blessure. Ça disait ça dans l'article. C'est des spécialistes d'une revue en 2019, donc c'est encourageant. Par contre, comme toute autre modalité d'entraînement, il faut faire attention avec le statut de maturité, donc sa puberté, son historique d'entraînement et ses compétences techniques. Il doit également s'appuyer sur le développement actuel du développement à long terme de l'athlète. Bref, il faut quelqu'un de qualifié pour prescrire ce type d'exercice et s'assurer qu'Alice est prête pour introduire ce type d'entraînement dans sa routine. L'excentrique, génial pour prévenir les blessures, mais c'est pas le coach, l'entraîneur bénévole de l'équipe d'Alice qui va dire « Ouais, aujourd'hui, on fait de l'excentrique, let's go ». Non, il faut préparer ces athlètes-là, qui soient prépubères ou post-pubères. Et avant de rentrer dans des méthodes qui sont plus dommageables de la fibre musculaire, comme l'excentrique, il faut passer vers d'autres processus et il y a une grosse progression par rapport à ça. Mais tu sais, ouais, vas-y. Non, mais excuse-moi, pour répondre à une question qu'on a en plus dans le chat, tu dis donc c'est hyper important pour la prévention des blessures, que c'est excellent, qu'il faut par contre que ce soit effectivement fait par quelqu'un de qualifié, là, on va tout le monde te rejoindre. Mais donc, dans la planification d'un athlète, où est-ce qu'on peut le placer, cette prévention par l'excentrique? Ça, c'est une excellente question. C'est à savoir, ça dépend de l'expérience de l'individu. Ça dépend de l'expérience de ton athlète. Combien de fois, au niveau de ses aptitudes musculaires, il a développé ce type d'aptitude musculaire-là. L'entraînement par excentrique super élevé, je l'encourage clairement pas en séries éliminatoires. Donc, c'est pas lorsque ça compte. Faut prendre en considération que ça va produire de la fatigue chez l'athlète. Ça va lui prendre du temps de récupérer de ce type de cette méthode d'entraînement-là. Donc, moi, si vous avez ce luxe-là, bien évidemment que je mettrais ça en transition, dans une période de transition entre les séries éliminatoires et le début de la saison, mais pas dès que la période de transition est terminée. Vers la fin de la période de transition, pour lorsque la saison commence, on peut faire la prévention est faite et on vient maintenir ces acquis-là lors de la saison. Mais encore une fois, il n'y a pas c'est difficile de répondre à cette question-là. C'est très technique. Ça va dépendre aussi de
ce que l'entraîneur fait versus ce que le kinésiologue fait. Ça, c'est une autre chose. C'est un travail qui devrait être fait main dans la main, mais malheureusement, des fois, c'est Pas comme toujours. ça. Mais c'est ça, c'est dommage. Mais écoutez, la façon que je peux le dire, c'est faites attention, soyez prudents, soyez prudentes avec ce genre de prescription-là. Commencez avec un effort concentrique, faible avant l'effort excentrique qui est faible aussi, une fois par semaine, 1 à 2 séries, 6 à 8 répétitions, juste pour l'habituer à ce type de contraction, de ce type d'entraînement-là, et du travail bilatéral, donc les deux côtés en même temps, donc un exercice de squat ou peu importe, puis plus ça avance, plus la personne est à l'aise, de tendre vers 3 à 5 séries, 8 à 10 répétitions, bilatérales, unilatérales, 2 fois par semaine et contraction maximale à 100% du 1RM, voire même 150% du 1RM. Donc, la personne n'est même pas capable de pousser la charge, elle doit juste la retenir. Donc, c'est un continuum. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Je suis désolé d'être vague dans ma réponse, mais c'est ça l'entraînement. Je te remercie même à l'inverse pour ta réponse. Je propose de passer la balle à Kevin puis de voir le sujet sur le thème peut-être des données, parce que c'est quand même un peu ton dada. En attendant, on s'est fait demander dans le chat, Joël, si tu avais le lien vers l'article que tu as cité pour les enfants, peut-être pour du monde qui voudrait pousser plus loin. Si tu l'as, tu peux le mettre dans le chat. Si tu l'as pas, on le met pas. On le retrouvera plus tard et on l'enverra là, ultérieurement. Absolument, je vais mettre ça dans le chat, ce sera pas trop long. C'est un article de Drury et collaborateurs. Je suis là-dessus. Je t'écoute, Kevin, quand même. Notre recherchiste est en cours. Et effectivement, peut-être Kevin, donc en parallèle, puis donc effectivement, avec les données, quelles données est-ce qu'on a besoin, comment est-ce qu'on va les utiliser dans ce contexte-là, même, allons-y, là, mais quelle machine est-ce que tu utiliserais dans votre palmarès de machines? Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est pratico-pratique. Comment est-ce qu'on l'analyse puis qu'on le gère, là? Eh ben, écoute, le plus simple, c'est toujours de prendre un exemple concret. Donc, ça va me permettre de parler un peu des spécificités d'Alice en même temps. Je vais juste partager Oui. mon screen, right? Ouais. Et tac. Est-ce que tout le monde voit là, c'est bon? Ou on non, voit. pas du tout. Oui. Est-ce que tu vois male, female? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Donc, pourquoi on a pris Alice qui joue au soccer? Parce que Alice qui joue au soccer, a priori, elle a 3 à 4 fois plus de chances de se faire un ligament croisé antérieur que Brian qui joue au soccer. Et pourquoi? Ben, une des raisons, on a parlé de la laxité, Joël a mentionné la laxité, et il y a aussi, par exemple, l'angle du fémur qui est différent entre les femmes et les hommes, ce qui va exposer le genou ici à une tension mécanique et à un valgus plus important. Et résultat, ça donne des situations comme ça, comme celle sur la gauche en fait. Là ici, on a l'effet d'une correction technique, mais ce qui va se passer, c'est que effectivement ici là, on voit la pointe de mon truc, Oui. de ma flèche. Voilà, donc ici Oui. l'angle il va être plus important. Et résultat, si ici on manque de force, on a trop de laxité, on a une mauvaise technique, on a une activation musculaire un petit peu tardive, bien on va se retrouver avec un risque de ligament croisé antérieur assez important. Donc ça c'est la meilleure image que j'ai moi de changement de direction. En tout cas, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas la jambe d'Alice, ou en tout cas c'est en hiver si c'est le cas. Ce qui se passe, c'est quand tu fais un changement de direction, il y a 2 muscles, allez 3, j'en ai mis 2 bien sûr, il y a le quadriceps qui freine. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les abducteurs et aussi le long fibulaire ici sur le côté, les muscles verseurs de la cheville en fait, vont résister. En fait, ici, la personne arrive avec de la vitesse, avec une énergie cinétique, et donc va devoir freiner. Et c'est quoi ce freinage? Bah, c'est une contraction excentrique. Et donc là, on retrouve pourquoi l'excentrique, c'est aussi important potentiellement pour de la performance, mais aussi pour la prévention des blessures. Là, c'est simple. Si la cheville ça tient, la hanche ça tient pas, il y a pas un bon équilibre du tronc, ça peut être le genou qui casse. Si au contraire ça tient jusqu'au genou,
et c'est les muscles éverseurs de la cheville, donc ceux qui font tourner la cheville vers l'extérieur, qui sont pas suffisamment forts à ce moment-là, réactifs à ce moment-là, c'est que la cheville qui casse. Donc derrière, ça va avoir forcément une conséquence en termes de blessure et puis sur la vitesse du changement de direction. Donc finalement, on fait toujours cette dichotomie entre blessure et performance, mais c'est quand même un peu la même sauce. Les athlètes les plus performants sont aussi souvent les moins blessés, en tout cas physiquement. Donc si on prend nos capteurs, mais ouais, je vais le faire en live. Un exercice que je faisais assez volontiers avec mes handballeurs quand j'avais une équipe de handball féminin, c'était de mettre un élastique en fait ici sur un point fixe. Donc c'est ce que je suis en train de représenter et de les faire travailler donc pas avec mes flèches du tout, mais cette jambe-là était en appui et puis ils allaient travailler l'ouverture de cette jambe-là. Ou alors ils allaient résister, ils allaient prendre de l'écart par rapport au point fixe où il y avait l'élastique. Donc, je mets juste l'élastique en une couleur différente, ça me comprend bien. Moi, je me fais un petit élastique violet, voilà, ça plaira à ma fille. Donc là, on va mettre en tension toute cette partie-là. Si on fait en ouverture, on va le mettre en tension concentrique et sinon en excentrique. Et encore, quand je vous disais, par exemple, sur le muscle controller, ça serait super simple. Donc, le muscle controller, ça va être un appareil qu'on va pouvoir placer, attaché sur l'élastique, entre l'élastique et le point fixe. Et donc, De Link. Voilà, le link, pardon, excuse-moi. Bien vu, bien rattrapé, Clément. Good move. Et donc, si on a juste à le mettre, en fait, à l'intermédiaire entre le point d'attache et le mouvement, et on va pouvoir se mettre à enregistrer. Moi, par exemple, c'était quelque chose qui m'a beaucoup manqué à l'époque avec mes athlètes, parce qu'on avait un circuit de prévention. À chaque début d'entraînement, ils faisaient du travail comme ça, orienté sur abduction, éversion de cheville. On faisait aussi de l'équilibre. On faisait aussi plein d'exercices de prévention. On le faisait aussi sur l'épaule, par exemple. Donc, au départ, comme l'a très bien souligné Joël, en fait, donc je vais arrêter de partager mon écran. Comme l'a très bien souligné Joël, qu'est-ce qu'on avait fait? On a commencé par de l'excentrique, je rembobine, par du concentrique. Donc sur l'épaule ou sur la jambe, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé par travailler en ouverture, et ensuite, dans un deuxième temps, on prenait beaucoup plus de tension et on travaillait sur la résistance. Donc comme ça, on avait bien habitué l'organisme à travailler sur ses muscles en force. Mais par contre, ce que j'y avais pas, moi, c'est des dadas pour objectiver l'efficacité de mon intervention. La seule efficacité que j'avais, c'était finalement le jour du match. Bon, j'ai personne de blessé, a priori, j'ai bien bossé. Ou alors, il change vite de direction, a priori, j'ai bien bossé. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Et ce que j'aurais bien aimé à l'époque, je savais pas Kinven déjà existait pas et il y avait pas d'équivalent et je trouve toujours pas qu'il y en ait. C'est que j'aurais bien aimé accrocher et me dire bon bah voilà, Jules il produit tant de force, il est prêt, je peux switcher, j'aurais pu faire des ratios par rapport au poids de corps, j'aurais pu vraiment objectiver l'impact de mon intervention. Alors que là bah moi pendant 2 ans avec mes handballeurs, j'ai pas pu objectiver. Que ce soit sur mon épaule où en fait c'était hyper important de les faire travailler en excentrique pour la stabilité de l'épaule au moment du jet, ou aussi bien sur mon travail que je faisais en excentrique sur le changement de direction. Donc typiquement là encore une fois j'aurais utilisé le link. Link c'est un peu le top pour traquer l'entraînement. Donc c'est vrai que j'en parle pas mal. Et par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, c'est vrai que le link et le muscle controller c'est nos 2 outils qui vraiment sont les plus appropriés. Ouais. De l'autre côté, par contre, on vient de recevoir dans le chat d'Aurélien, justement, là, qui participe parfois à nos webinaires. Et lui, il parle de la delta, qui serait intéressante aussi là, dans ce que tu es en train de mentionner. Donc, je sais pas, là, est-ce que c'est Clément ce que tu es en train de montrer ou Non, là, je suis en train de montrer. Là, il est en train de montrer le type d'exercice. Après, les deltas, il se passe qu'en fait, les deltas, ils peuvent travailler sur le saut. Donc, les deltas, ils vont pouvoir permettre de faire, on va dire les 2 plus emblématiques si on parle d'excentrique, ça va être le counter movement jump où on vient précharger, en fait, prétendre le muscle et les aponevroses et les tendons.
Donc on vient emmagasiner de la force et ensuite on vient la restituer. Donc il y a une forme d'excentrique au tout début qu'on appelle la breaking phase, où on vient de contracter en excentrique comme ça. Donc là effectivement on diagnose ouais, en quelque sorte une phase excentrique. Et puis après il y a le drop jump où on saute en contrebas de 40 ou 30 cm, on vient le plus vite possible rebondir et restituer pareil, et on peut calculer ce qu'on appelle le RSI, Reactive Strength Index, qui lui aussi prend sa nature dans la capacité de l'organisme à emmagasiner très vite de la force au niveau excentrique et à la restituer par une boucle réflexe via une activation de l'agoniste en concentrique. Donc en fait la phase excentrique est une précharge sur la phase concentrique qui suit. Et les deltas permettent de travailler ça. Maintenant, là, dans ce cas précis, on est quand même beaucoup plus sur des choses relatives à la performance. Et moins par rapport à la santé ou la prévention. Mais on sait que le RSI, par exemple, est un super bon outil pour prédire des performances sur du sprint, par exemple. Les sprinters sont assez bluffants, d'ailleurs, sur ce type de test. Les qui? Les sprinters sont assez bluffants sur ce type de test. Un sprinter, c'est quelqu'un quand même qui applique 450 kilos en 80 millisecondes sur le sol. Mais qui va même devenir notre prochain et dernier cas pratique. Je reprends le contrôle, si tu me le permets, mais qui effectivement revient notre dernier cas. Donc, tu fais un bon pont là, avec le dernier cas pratique. Donc, un sprinter de haut niveau. Donc, on parlait justement au départ, est-ce que c'est uniquement bon pour les athlètes de haut niveau? Donc, finissons avec un. Maintenant qu'on a vu que ça n'était pas vrai. Donc, je vous propose, qu'est-ce qu'on fait avec un athlète de haut niveau, donc un sprinter tout particulièrement, qui requiert les services d'un professionnel pour augmenter ses performances. Donc là, tu nous parles dans ce contexte-là peut-être de la delta. Joël, est-ce que tu voudrais commencer peut-être là sur comment tu travailles avec ça? Je vais laisser Kevin avec ça. C'est pas, c'est rare. Tu sais, je pense qu'il est plus spécialisé que moi avec les personnes de puissance sprinter et tout ça. Mais il est bien parti en plus. On se renvoie la balle, donc excellent. Kevin, donc comment est-ce que tu l'utiliserais? En plus, tu nous parlais justement effectivement de la delta. Alors, en fait, avec donc forcément un sprinter de haut niveau, là, il y a énormément de choses à faire en excentrique. Là, vraiment, c'est l'outil au top. Surtout que là, on est, Quentin, a priori, il a 26 ans, donc on assume qu'il a au moins 10 voire 15 ans d'entraînement, de préparation physique derrière. Donc, ce qu'il faut savoir pour Quentin, c'est que Quentin, il doit produire une quantité de force en très peu de temps qui est extraordinaire. Donc, on disait tout à l'heure, entre 80 et 90 millisecondes de temps de contact au sol pour des pressions qui vont, suivant les muscles, jusqu'à 9 fois le poids de corps. Donc c'est des chiffres absolument infernaux, et notamment au moment, on le sait, puisque au moment où on va frapper le sol pendant qu'on sprint, on touche le sol légèrement en avant du corps. Donc tant que le pied est en avant, il y a cette petite phase de braking où on vient beaucoup travailler en excentrique, et notamment le quadriceps et le psoas en haut qui viennent travailler en excentrique. Donc, avec Quentin, il va y avoir énormément de travail à faire sur l'excentrique pour de la performance ou pour de la prévention, parce qu'au moment en fait où il est comme ça en tension sur son pied, donc il y a eu cette phase où il y a eu une légère phase de freinage qu'ils essayent de minimiser avec le sprinter. Et là, l'ischio, hamstring, il est en tension excentrique, c'est infernal. Donc ça fait partie des muscles qui peuvent monter à 9 fois le poids de corps en niveau de tension. Donc et d'ailleurs, la blessure classique du sprinter, c'est quand même la déchirure des ischio-jambiers. Et donc, on sait que un exercice excentrique typique, c'est le Nordic hamstring, par exemple, où celui où on se met à genoux et quelqu'un ou quelque chose nous tient les chevilles et on va freiner comme ça la descente. On sait que cet exercice-là, il a quand même un impact très intéressant sur la prévention de la blessure aux ischio-jambiers.
Et ce que je trouve qui est super intéressant, c'est qu'il y a très peu de temps, ils ont sorti quelque chose qui disait que c'était probablement pas que la force qu'on est capable de générer qui protégeait de la blessure. Parce que quand ils ont fait la corrélation, ils ont vu que la prévention de la blessure, elle était incomplète si on essayait de l'expliquer uniquement avec la force. Donc, oui, il faut être fort des ischio-jambiers, mais l'excentrique en lui-même, il est très important parce qu'il va modifier structurellement l'ischio-jambier et le rendre plus résistant. Et après, derrière, ce qui va être intéressant, c'est de compléter, et ça notamment, on a un Français, Jean-Benoît Morin, qui travaille beaucoup là-dessus, qui dit il faut compléter le travail excentrique, non pas travailler que à genoux comme en nordique, le classique nordique, mais aussi aller travailler sur des grandes angulations. Donc nous à Kinvent, on a l'évaluation en nordique classique avec 2 muscle controllers qu'on vient placer sur une barre qui nous permettent d'évaluer le niveau de force et de traquer les progrès au fur et à mesure. Mais après derrière, on peut aussi ouvrir à des plus grandes. Donc il y a d'autres tests qui peuvent être faits soit avec le muscle controller, soit par exemple avec le link, sur des plus grandes angulations. Ou alors, carrément, vous pouvez aussi travailler en étant de l'autre côté, plutôt sur le dos, et appuyer le talon sur nos plates ou sur nos deltas pour venir évaluer un niveau de pression potentiellement en excentrique. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être super intéressantes pour prévenir ces fameuses blessures. Et puis après, vous pouvez utiliser les deltas, bien sûr, pour réaliser des évaluations ou des entraînements en drop jump, en pliométrie, qui est voilà. Et là, on est plus sur l'aspect de performance, où on va chercher à développer cette capacité à produire de la puissance en très peu de temps et à cette capacité de force réactive. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, c'est un kangourou le sprinter. Tout doit être élastique, puissant, élastique, et il doit rebondir sur le sol. Et pour ça, entraîner cette phase excentrique pour qu'elle crée une boucle réflexe la plus rapide possible, c'est très très important. Donc là, vraiment, on va travailler sur l'aspect structurel, les bénéfices structuraux, les bénéfices nerveux de l'excentrique. Vraiment, on va venir chercher tous ces bénéfices et aussi le fait que on peut appliquer beaucoup de force. Donc là, on va retrouver le grand classique de l'excentrique, c'est-à-dire je viens surcharger et travailler. Il y a des coachs qui aiment bien ça, moi j'aime pas trop, mais ils viennent travailler en quart de squat, en excentrique, avec des charges astronomiques. Bon, c'est pas forcément comme ça que je l'approche, mais ça se fait beaucoup, de mettre 180, 200 kilos en squat et de venir sur quelques degrés pour se rapprocher en fait de la position que vous avez pendant le sprint. Et on vient travailler juste sur l'excentrique pour travailler cette capacité au maintien postural et à des très hauts niveaux de tension en excentrique. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà pas mal parlé. Ben, excellent, sérieux. Je pense que tu as couvert super bien le dernier profil. Si certaines personnes ont des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé, je crois que c'est le temps. Entre guillemets, il nous reste 1 à 2 minutes, là, mais donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. En parallèle, je me permets, pour tous ceux qui voudraient pousser plus loin la réflexion, je vous partage donc le Facebook de Joël, donc pour pouvoir le rejoindre. Et je vous partage aussi le site web de Kinvent, donc pour aller vérifier ou voir là, tout ce dont on a parlé. Vous trouverez sûrement là, sur leur site les courriels là, pour discuter avec eux. Si par exemple même vous aimeriez avoir un cas précis là, qu'on n'aurait pas parlé aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas là, à aller voir les 2 cas en particulier. Est-ce que, Clément, tu voudrais ajouter quelque chose? Non, tiens, juste, je me permets pour dire pour les gens qui sont au Québec, Montréal ou à Québec directement, je passerai à Montréal et à Québec. Donc, pour ceux qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse discuter des applications et de la solution, ils peuvent me le mettre comme dans un message ou ailleurs. Comme ça, je pourrais un peu organiser tout ça et faire des démonstrations et pouvoir discuter avec ceux que ça pourrait intéresser. Excellent, effectivement, parce que Clément, il est actuellement à Toronto. C'est ça. Il est actuellement sur Toronto quand même. Donc, merci encore une fois à vous tous. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas là, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée.